Toujours en quête de sensations, Oh la vache! le mécanicien poids lourd et pilote moto Guy Martin a décidé d'explorer la Russie. On a tous adoré. Un périple de 15 000 km, dont la dernière partie nous emmène dans une ancienne république soviétique, indépendante depuis 1991. Où on est? On est en Ukraine. On trouve ici l'un des endroits les plus dangereux au monde. Pour un amateur de sensations fortes comme Guy, l'occasion est trop belle. J'aime prendre des risques. Je me suis dit, où on pourrait aller? Tant qu'on est dans le coin, on pourrait visiter Tchernobyl, la centrale nucléaire. La centrale de Tchernobyl faisait l'orgueil du régime soviétique, jusqu'à l'accident qui a provoqué la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Tout le monde connaît Tchernobyl. C'est un accident nucléaire de niveau 7, 400 fois pire que Hiroshima. L'explosion a eu lieu le 26 avril 1986, c'est ça? Bon, ça fait quoi, 32 ans? On devrait pouvoir y aller sans problème maintenant. Eh bien, en fait, pas du tout. Le niveau de radioactivité dans la région restera dangereux pendant au moins 20 000 ans. Mais cela ne va pas empêcher Guy d'explorer les moindres recoins de la zone interdite et de la gigantesque structure conçue pour sécuriser le réacteur en ruine. C'est énorme. Il ira au cœur d'un des réacteurs restants Tout ça a explosé. et rencontrera un des héroïques liquidateurs survivants. Je savais que je risquais de mourir. Malgré le danger, je pensais que c'était mon devoir. Il accompagnera ceux qui travaillent dans la zone aujourd'hui C'est l'amour du risque. et partira à la rencontre des réfractaires qui sont restés malgré l'interdiction. Je veux bien le garder avec moi. Pendant tout ce temps, Guy sera exposé à un risque de contamination radioactive. Les radiations, ça n'a pas d'odeur et on ne sent rien. C'est très sérieux. On va jeter un œil pour se faire un avis. In 1978, celebrations at the opening of Chernobyl's No. 4 reactor. La petite ville de Tchernobyl accueillait l'un des fleurons de la technologie soviétique. La centrale nucléaire était opérée par le ministère de la construction de machines moyennes, également chargé des armes atomiques. L'électricité produite à bas coût par les 4 réacteurs alimentait quelques 30 millions d'appartements. C'était un réacteur RMBK 1000. Pour faire simple, il servait à réchauffer l'eau qui se transformait en vapeur. La vapeur d'eau ainsi produite entraînait une turbine générant de l'électricité comme dans une centrale classique. Sauf qu'ici, la chaleur provenait d'une réaction de fission nucléaire et non de la combustion du charbon. Mais il y avait une erreur de conception fondamentale. Amid the euphoria and tributes, nobody mentioned that substandard materials banned in other parts of the country had been used in the construction. En comparaison avec les modèles occidentaux, le réacteur soviétique était moins cher à construire et plus puissant. Cependant, il avait moins de dispositifs de sécurité. Le 26 avril 1986 à 1h23 du matin, des tests de routine révèlent au grand jour l'erreur de conception fatale. Les techniciens ne parviennent pas à ralentir le réacteur, qui s'emballe. La réaction devient incontrôlable et la puissance fournie est 100 fois supérieure à la normale. C'est coincé, c'est cassé, et il n'y a plus rien à faire. On pourrait dire boum? On va dire boum. La pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Cette photo du réacteur au matin de l'accident est la seule qui ait été prise. Le flou est dû aux radiations traversant l'objectif en verre et la pellicule. As the cloud of radiation grows, radiation levels in at least half a dozen countries are 3 to 20 times above normal. En Angleterre, jusqu'en 2012, on contrôlait la radioactivité des moutons à cause de Tchernobyl. Plus de 30 ans plus tard, dans le nord de l'Ukraine, les conséquences de la catastrophe se font toujours sentir. C'est la zone la plus contaminée au monde. Autour de la centrale, une zone d'exclusion de 2600 km², soit la superficie du Luxembourg,
est interdite d'accès au public. Avant de pouvoir l'explorer, Guy doit recevoir une formation. Voilà, c'est ce qu'on appelle un radiamètre. Il va mesurer l'énergie radioactive. D'accord. Ian Thomas est un ancien adjudant du régime de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire de l'armée britannique et il va assurer la sécurité de Guy. Je sais que t'es un explorateur, C'est vrai. mais il faudrait pas que les radiations te grillent les bijoux de famille. Effectivement. Mais bon, j'ai eu un gamin, j'ai fait mon boulot. Ça, c'est réglé. Là, t'as un dosimètre électronique personnel. Il t'avertit si tu vas dans une zone trop contaminée. Ok. Si l'alarme sonne, la première chose que tu vas sentir, c'est ma main sur ton épaule pour te faire reculer. Ok. Et si tu bouges pas, je te botte le cul. Ça rigole pas. Faut rester sur ses gardes. Les radiations, ça n'a pas d'odeur, pas de goût, et on ne sent rien. C'est du sérieux. Très sérieux. Ouais. Guy et son équipe s'apprêtent à pénétrer dans la zone interdite. Un centre d'information. Hé, il y a même une boutique de souvenirs. Sans deck. Le village de Dityatki abrite le principal checkpoint à l'entrée de la zone d'exclusion. À 28 km de la centrale, ce point de passage obligé est surtout fréquenté par des ouvriers de maintenance. En raison du conflit opposant l'armée ukrainienne à des milices pro-russes dans l'est du pays, les revenus du tourisme sont les bienvenus. Néanmoins, un permis de visite doit être demandé à l'avance. Contrôle des passeports. Comme à l'époque soviétique, on ne plaisante pas avec la bureaucratie. Vous pouvez y aller. Merci. Une fois passé le checkpoint, il reste 30 minutes de route jusqu'au centre-ville. Ça y est. On est à Tchernobyl, les gars. La ville de Tchernobyl a donné son nom à la centrale. Avant l'accident, elle comptait 14 000 habitants. Mais maintenant, on n'y trouve qu'une poignée d'ouvriers qui travaillent au démantèlement des réacteurs. Pour l'instant, le niveau de radioactivité reste bas. Ça donne quoi? Pas de quoi s'inquiéter, c'est comme chez nous. Certains employés sont chargés d'entretenir ce mémorial. Une promenade bordée de pancartes. Chacune d'entre elles représente non pas une personne, mais un village entier. Au total, 146 ont dû être abandonnés. La nature a repris ses droits. Le seul endroit au monde où on transporte des déchets radioactifs dans une benne ouverte. À 9 km de la centrale, un second checkpoint. Tous les documents sont soigneusement vérifiés à nouveau. À l'approche de la centrale, le niveau de radioactivité augmente. Ouais, ça monte, ça monte. Oh oui. Le rayonnement de fond est maintenant environ 24 fois plus élevé que la normale. On voit la centrale. C'est énorme. Le réacteur numéro 4 est désormais confiné dans une arche, conçue pour contenir les radiations qui s'en échappent. Un club de photographie belge est en train de visiter le site. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici? La curiosité. Et vous en dites quoi? C'est incroyable. Je me disais la même chose. Ça fait à peine 24 heures qu'on est là. Et c'est affreux. On vient d'une région... Le champ de bataille de 14-18. Et ici, c'est encore pire. Ça fait froid dans le dos. Je le vois pas comme ça. Je trouve ça fantastique. C'est la plus grande structure terrestre mobile au monde. Oui, c'est une prouesse technique. Merci et bon voyage. Au revoir. Les ruines de la pire catastrophe nucléaire au monde accueillent désormais l'un des projets d'ingénierie les plus complexes dans l'histoire de l'humanité.
et Guy va pouvoir visiter le cœur du chantier. Pas trop loin. Mais revenons à l'accident. L'explosion du réacteur numéro 4 provoque un incendie qui fait rage pendant 9 jours, en libérant de grandes quantités d'éléments radioactifs dans l'atmosphère. Une contamination qui se concentre notamment dans la végétation. Encore aujourd'hui, une simple feuille morte est toujours radioactive. Voyons voir. Ok, ça nous donne environ 100 unités d'énergie radioactive par seconde. Il y a 3 sortes de rayons radioactifs, alpha, bêta et gamma. Les rayons alpha et bêta sont des faisceaux de particules, et les rayons gamma des ondes d'énergie. Tous endommagent les cellules humaines, mais leur pouvoir de pénétration est différent. Il suffit d'une feuille de papier pour stopper les particules alpha. On met la feuille par-dessus et on perd environ 20 unités d'énergie radioactive. Donc, les 80 unités restantes par seconde, c'est soit des particules bêta, soit des rayons gamma. Alors, on ajoute ce truc, avec une couche de métal à l'intérieur. On met ça par-dessus, comme ça, et on reprend la mesure. Ça devrait diminuer. Oui, on a perdu 50% environ. Donc, la seule chose qui passe, c'est les rayons gamma. Les rayons gamma, c'est le plus gros danger. On rigole pas avec ça. Ils traversent notre corps en ce moment même. Ouais. Seule une épaisse couche de plomb ou de béton peut stopper les rayons gamma. C'est pourquoi les réacteurs occidentaux sont entourés d'une enceinte de confinement. Rien de tel en URSS, où le régime affirmait fièrement « Les centrales soviétiques sont tellement sûres que l'on pourrait en construire une sur la place rouge ». En conséquence, il a fallu construire un gigantesque dispositif de confinement pour contenir la radioactivité qui continue de s'échapper du réacteur. Ce nouveau sarcophage, baptisé Arche de Tchernobyl, a nécessité 10 ans de travaux pour un coût estimé à plus de 2 milliards d'euros. Plus de 50 pays ont contribué à son financement. Guy va avoir droit à une visite guidée au cœur d'un des chantiers les plus dangereux au monde. Ici, même les bureaux sont équipés d'un détecteur de radiation. Simon Evans travaille pour la BERD, Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Mon poste précédent était basé à Moscou. Venez, suivez-moi. Donc, on a construit l'arche par-dessus et maintenant, il faut démanteler tout ça. Oui. Quelques 4000 ouvriers travaillent sur le site et leur sécurité est un vrai casse-tête. Parmi les solutions retenues, la salle de pause entourée d'un blindage de plomb. On pourrait se croire sur un chantier normal, c'est pareil. Personne ne regarde son appareil toutes les 5 minutes en se disant « Oh bon sang, je me fais irradier ». Petit à petit, le travail avance. Le réacteur endommagé était tellement radioactif qu'il était impossible de construire l'arche sur place. La structure a donc été assemblée 300 mètres plus loin, là où le niveau de radioactivité était plus acceptable. Plus on construit loin et moins les ouvriers sont irradiés. Donc on peut avoir plus de monde sur le chantier pendant plus longtemps. Plus on s'approche et plus c'est difficile, plus les gens sont contaminés. Plus on est loin et plus on peut bosser. Une fois achevée, la structure de 36 000 tonnes, soit le quintuple de la Tour Eiffel, a été poussée sur des rails en téflon. L'opération a pris 14 jours. Pour synchroniser les deux côtés. C'était assez titanesque, je dois dire. Le béton étant trop lourd comme matériau, l'arche a été construite en acier inoxydable. La structure est conçue pour durer 100 ans, mais elle ne suffira pas à stopper les rayons gamma trop pénétrants. Guy va maintenant monter au sommet de l'arche, en vérifiant le niveau de radioactivité au cours de l'ascension. L'escalier est plus haut que la Statue de la Liberté. On peut aller en haut? Oui. Guy sera accompagné par Sergueï. Il faut aller vite. Mais ça va être difficile. Ça fait plus de 100 mètres de haut. Quelque part au milieu de l'escalier, la dose de radioactivité va commencer à augmenter. Si vous vous sentez mal, on redescend tout de suite. Ok, c'est parti. Tu montes pas là-haut tous les jours?
Non, Non. pas tous les jours, bien sûr que non. On reçoit une très forte dose de radiation là-haut. C'est un endroit qu'il vaut mieux éviter. Un moniteur de contamination va mesurer l'irradiation pendant que nous montons. Dans une zone non contaminée, l'appareil afficherait 0,25. 66. 66, ça va? Ça reste en dessous de 100. On avance, on avance. C'est environ 400 fois plus que la radioactivité naturelle en Europe. Ça va? Ça va? Je revérifie. 120. Tu vois? Ça monte. C'est beaucoup. La turbine doit être à peu près ici, non? C'est le pire endroit. Guy se trouve maintenant à la hauteur du réacteur endommagé. Le niveau de radiation est presque 900 fois plus élevé que la normale en Europe. Ça indique 216. Ne t'arrête pas. Combien? Ah, c'est pas trop mal. 80, ouais. Ça redescend. Ok, on peut se détendre. 40. Ok, Ok. on y est. Mission accomplie. Merci. On peut rester que quelques minutes. En dessous, c'est le réacteur. C'est très mauvais. La dose? Quelle vue. On y va? Honnêtement, on sent rien. Rien du tout. À l'intérieur de l'arche, le danger est mortel. Mais derrière 4 portes en plomb successives, on découvre l'un des plus incroyables projets d'ingénierie d'urgence de l'histoire. L'épaisseur des portes? Le sarcophage, baptisé structure de protection par les autorités soviétiques, est une enceinte de confinement d'acier et de béton. Elle a été construite à la va-vite juste après l'accident. Ils ont bricolé. Ils n'avaient pas le choix. Le seul et unique objectif, c'était de contenir les radiations. On n'a pas pu ni visser, ni souder, parce que le niveau de radioactivité était délirant. C'était vraiment héroïque. Les ouvriers ne pouvaient pas travailler plus de 5 minutes avant de quitter le chantier et de détruire leurs vêtements. C'est vers le haut, près du trou dans le bâtiment du réacteur, que le niveau de radiation était le plus élevé. Pas plus loin. Et c'est toujours le cas. Un caméraman monte sur une plateforme pour filmer d'en haut. Mais il ne pourra pas y rester plus d'1 minute. En effet, le niveau de radioactivité atteint ici 895 microsieverts, soit 4 fois plus que le maximum relevé par Guy à l'extérieur. On attend Guy. Et il faut regarder vers où? Tout droit. Tout droit? Guy! Ok, c'est par là. À tout à l'heure. Merci. Guy, ayant déjà été plus irradié pendant le tournage, il n'a l'autorisation de rester que 20 secondes sur la plateforme. Ça bip dans tous les sens. Pour démanteler le réacteur, il faut commencer par démonter le toit du vieux sarcophage. Et en raison du niveau de radiation à l'intérieur, il faudra tout faire avec des appareils téléguidés. On y va! La vache. Ouais, on y va. J'arrive. La vache. Ouais. Ça valait le coup d'aller voir ça. Il faudra plusieurs décennies pour démanteler le sarcophage à l'aide de grues télécommandées opérées à partir d'un poste de contrôle dans le toit de l'arche. Ce toit est protégé par un blindage en plomb afin de stopper les rayons gamma émis quelques mètres plus bas. Presque pas de radiation. Rares sont ceux qui ont osé s'aventurer à l'intérieur du sarcophage. Compte tenu du niveau de radioactivité, c'est quasiment suicidaire. Néanmoins, pour que les ingénieurs chargés du démantèlement sachent à quoi s'attendre, un homme a approché le cœur fondu du réacteur, surnommé le pied d'éléphant. Ces images brouillées par les radiations ont été filmées par Sergueï Kochelev, photographe scientifique. Très peu de personnes vivantes ont vu le pied d'éléphant. Tu pourrais nous le décrire? C'est un mélange de béton, de combustible nucléaire et d'autres particules. Cette matière s'est répandue sous le réacteur et tout autour.
Quand je filme ou que je prends des photos, je ne reste pas plus de quelques minutes. Et tu y vas avec un dosimètre? Quand j'étais juste à côté, la mesure était de 300 röntgen. Le Röntgen est une unité de mesure des rayons gamma, ainsi nommée en l'honneur de Wilhelm Röntgen, le physicien qui a découvert les rayons X. Si une dose de 300 Röntgen n'est pas fatale, il y a néanmoins des risques. T'as l'air en forme? Grâce à Dieu. Mon patron disait, les radiations soviétiques sont les meilleures du monde. Pour les cheveux et la fertilité. Les radiations soviétiques sont les meilleures. Le bilan de la catastrophe n'a pas été clairement établi. On estime que 90 000 personnes auraient succombé à une maladie causée par l'irradiation. 2 employés de la centrale ont trouvé la mort dans l'explosion, mais un seul corps a pu être retrouvé. 29 personnes ont également succombé dans les 3 mois qui ont suivi, victimes d'irradiation aiguë. Le poste de commande où travaillait une partie de ces victimes, à 20 mètres seulement du réacteur, est aujourd'hui en ruine. Malgré tout, le reste de la centrale a continué de fonctionner jusqu'en décembre 2000. Les cuves des 4 réacteurs étaient identiques, avec le haut des barres de combustible et des barres de contrôle visibles. La réaction nucléaire se produisait là-dessous, sous mes pieds. Et tout ça a explosé. Je ne pourrai plus jamais voir une centrale nucléaire d'aussi près. Plus jamais. C'est quelque chose que je risque pas d'oublier. Tandis que les travaux continuent sur le site de la centrale, la zone d'exclusion tout autour reste à l'abandon. À 3 km, on trouve la ville fantôme de Pripyat. Pripyat était un automograd, une ville nucléaire construite pour accueillir les employés de la centrale. Ici, l'âge moyen était de 26 ans, et on ignorait les pénuries alimentaires qui sévissaient régulièrement dans le reste de l'URSS. Puis, à la veille de l'ouverture d'une fête foraine, le réacteur numéro 4 a explosé. Un jour et demi plus tard, Moscou a ordonné l'évacuation de Pripyat, la ville où on est actuellement. Ils ont envoyé 1200 bus. Et en quelques heures, ils ont évacué 50 000 personnes. On leur a dit, prenez des affaires pour quelques jours. Ensuite, vous pourrez revenir. Ce sera réglé. Ils ne sont jamais revenus. Le régime soviétique, partisan du secret, tente de dissimuler la catastrophe et le KGB coupe les lignes téléphoniques dans la région. L'accident est finalement découvert lorsqu'un détecteur de radiation se déclenche dans une centrale nucléaire près de Stockholm. Attendez, on n'a pas eu de problème en Suède, dans nos centrales. Qu'est-ce qui se passe? Les gens téléphonent, regardent la direction du vent. Ah, il y a eu un petit problème à Tchernobyl. Et là, Moscou a dû reconnaître la situation. Oui, désolé, le réacteur numéro 4 a fait boum. Rescue workers were not allowed to spend more than 90 seconds on the site. Le travail de déblayage juste après la catastrophe a été effectué par des militaires et des volontaires locaux, les liquidateurs. Certains étaient tellement irradiés que la couleur de leurs yeux est passée du marron au bleu. Ils étaient protégés par des plaques en plomb, mais ça ne changeait pas grand-chose aussi près du réacteur. On les a fait venir et on les a laissés mourir. Ensuite, on les a enterrés dans des cercueils en plomb. Et voilà. Vladimir Belous, lui, a survécu. Aujourd'hui encore, il évite de marcher sur l'herbe à Tchernobyl. Il y a moins de risques sur le bitume. Ils ont essayé d'utiliser des robots, mais les machines ne résistaient pas aux radiations. Alors, ils ont envoyé des biorobots, c'est-à-dire
des soldats soviétiques. Vous aviez l'impression d'être un martyr, un kamikaze? Je savais que je risquais de mourir, mais à 10 h du matin, je suis venu travailler. Malgré le danger, je pensais que c'était mon devoir. Vous avez pourtant l'air en forme, il n'y a pas eu de conséquences? Il faut croire en l'aide de Dieu. Visiblement, ça a marché. La gestion de la crise est progressivement prise en charge par la communauté internationale, ce qui va contribuer au rapprochement entre l'Occident et l'URSS. On a dit que c'était une des gouttes qui avait fait déborder le vase. Le début de la fin de l'Union soviétique. Moins de 5 ans après la catastrophe, l'Union soviétique s'est disloquée et l'Ukraine a pris son indépendance. Все вы знаете, недавно нас постигла беда. Авария на Чернобыльской атомной электростанции. Guy s'apprête maintenant à explorer les recoins les plus isolés de la vaste zone d'exclusion. La contamination s'y est distribuée de façon irrégulière. Et par endroits, la nature est florissante. Il se plaît bien ici, lui. C'est là. Guy commence par visiter le laboratoire installé par un chercheur américain dans une maison abandonnée. Quand ils passent devant, ça déclenche l'appareil. Tim Musso, biologiste, étudie la faune locale depuis 15 ans. On a l'impression que tout autour de Tchernobyl, c'est comme un jardin d'Éden avec une faune florissante. Alors dites-moi, est-ce que c'est vrai? C'est en partie vrai. La vie animale se porte beaucoup mieux que si on avait la pression normale de la chasse. Mais pour la plupart des mammifères qu'on étudie, la population chute fortement dans les zones les plus irradiées. Et les rares animaux dans cette zone ont beaucoup plus de tumeurs, des cerveaux plus petits, etc. Ça, c'est de la recherche. C'est une espèce de punaise courante dans la région. D'accord. Et là, on voit différentes variations. Alors celle-là est parfaitement normale, c'est ça? Oui, et celles-ci sont déformées. Leur ADN a été modifié? C'est ça. Les recherches de Tim Musso portent notamment sur les chiens errants de Tchernobyl, les descendants d'animaux domestiques abandonnés lors de l'évacuation. Au cours de l'année passée, le biologiste en a capturé 500 pour les équiper de dosimètres. Avec l'aide d'un vétérinaire local, il va récupérer aujourd'hui quelques-uns de ces appareils. Lui, il veut passer à la télé. L'étude des effets à long terme des radiations sur ces animaux pourrait se révéler précieuse dans l'astronautique. Un des plus grands dangers dans l'espace, c'est l'irradiation massive que subissent les astronautes. Et on a découvert assez rapidement que personne n'avait vraiment fait de recherche sur la question. 2 chiens anesthésiés se font retirer leur dosimètre. Les cristaux stockent les informations sur l'irradiation? Là-dedans. Les appareils seront analysés en laboratoire. Tout va bien, tout va bien. Il faudra répéter l'opération plusieurs fois pour évaluer l'état de santé de ces chiens. Ok, c'est bon. Ils vont avoir mal au crâne au réveil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se réveillent. Ouais. Salut mon grand, ça va? Bon chien, bon chien. Tu peux grimper dans un arbre? Ouais, pas de problème. J'ai l'air d'un idiot avec ma caméra sur la tête. Complètement idiot. Le biologiste a demandé à Guy de l'aider à fixer un piège photographique dans la zone la plus contaminée autour de la centrale. La tristement célèbre forêt rousse. Ou forêt rouge. Ici, par endroit, on reçoit 1 millisievert par heure. Donc 3 heures dans la forêt rousse, c'est l'équivalent d'1 an de radioactivité naturelle. Nous sommes à moins de 2 km du réacteur. Et au moment de l'accident, le vent soufflait dans cette direction. Les conséquences sont toujours visibles. Ce sont des pins sylvestres, des arbres qui poussent tout droit normalement. Mais regarde cela. Tu vois comme ils sont bizarrement déformés? On essaye de faire le plus vite possible quand il faut grimper dessus pour fixer un appareil. Guy rend service, mais c'est à ses risques et périls. Il faudra qu'il se lave les mains. Ne tombe pas.
Tu peux me passer l'appareil, s'il te plaît? Oui, voilà. Merci. Là, ça va? Ça m'a l'air bien. Et voilà. En redescendant, Guy a déchiré sa combinaison. On mesure immédiatement son niveau de radiation. Désolé, pardon, désolé. Après vérification, il semble que Guy s'en soit bien sorti. J'avais aucune envie de grimper dans l'arbre, donc un grand merci de l'avoir fait à ma place. Pas de problème. C'est un honneur de participer. Merci à toi. Merci. Malheureusement, le piège photographique installé par Guy sera détruit par un feu de forêt 6 semaines plus tard. Les feux de forêt sont courants dans la région. Et Guy va maintenant découvrir le quotidien des gardes forestiers chargés de les combattre. Sacha Zubko est le chef d'équipe du village de Paris-Chef. C'est par là? Guy va l'accompagner en intervention. Le tracteur des gardes forestiers a crevé. Bon, un pneu éclaté, on va voir ça. Nous sommes près de la limite est de la zone d'exclusion, à 5 km de la frontière biélorusse. Un secteur fortement irradié après l'explosion. J'arrive. Le niveau de radioactivité a diminué depuis. Et les gardes forestiers ont fait le choix de travailler sans protection. C'est l'amour du risque. Je préférais le faire moi-même plutôt que de commenter. En l'absence de cric, les gardes forestiers ont recours au système D. Faut pas éternuer à côté, hein? Faut soulever encore un peu? La nouvelle chambre à air est mise en place et avec un peu d'huile de coude, la réparation est terminée. Faut faire avec ce qu'on a. Le tracteur réparé peut à nouveau servir à creuser des sillons. C'est un sillon coupe-feu. Si un incendie se déclenche là-bas, il ne pourra pas se propager au niveau du sol. C'est ça l'idée. Les feux de forêt, qui sont malheureusement fréquents en été, libèrent de la radioactivité dans l'atmosphère. Une bouteille en verre peut provoquer un incendie en provoquant un effet loupe qui concentre les rayons du soleil. Mais parfois, c'est autre chose. Quelle est la principale cause d'incendie? Pour les gardes forestiers, toute aide est la bienvenue. En effet, une équipe de 12 hommes a la responsabilité de quelques 48 000 hectares, soit près du double de la forêt de Fontainebleau. Les sillons coupe-feu jouent un rôle crucial, car la caserne de pompiers de Tchernobyl se trouve à au moins 1 heure de route. De plus, les camions de la brigade sont des modèles vieux de 30 ans. Les gardes forestiers doivent donc combattre les incendies avec des moyens limités. Le dernier gros incendie, c'était quand? En 2015, il y a eu un très gros feu. Presque 10 000 hectares de forêt ont brûlé. Et il nous a fallu 1 mois pour venir à bout de l'incendie. La vache! Dans la forêt rouge, on reçoit jusqu'à 1000 microsieverts. Ça t'inquiète pas, les radiations? Notre travail, c'est d'éteindre les incendies. Ce n'est pas de se préoccuper de notre santé. Comme ça, c'est clair. Merci pour tout, camarade. Voici le système d'alerte traditionnel pour combattre les feux de forêt. Une tour d'observation haute de 50 mètres. Les gardes forestiers reçoivent un salaire de 67 € par mois. Et il n'y a aucune formation. Comme le dit un dicton local, on apprend sur le tas de cendres. Ok. Il y a un lit. On sent que ça bouge. Ça bouge même pas mal. Depuis quelque temps, les caméras de surveillance télécommandées sont introduites pour remplacer les guetteurs. Le système permet d'observer toute la zone.
Et à l'horizon, on aperçoit le prochain site que Guy va visiter. Un radar ultra secret remontant à l'époque soviétique. En 1976, un nouveau signal radio à ondes courtes est détecté dans le monde entier. Sa puissance est telle que les émissions radio et télé sont parfois brouillées. On surnomme ce signal le pivert russe. C'est le radar Douga. Ça date de la guerre froide. Si ce radar géant a été construit à proximité de Tchernobyl, c'est parce que sa consommation électrique était énorme. La structure mesure 1 km de long pour 150 mètres de haut. Combien d'heures de travail il a fallu pour construire ça? Combien de tonnes d'acier, de mètres cubes de béton? Incroyable. Les ondes radio du Douga se réfléchissaient sur la stratosphère afin de détecter les missiles balistiques dès leur lancement. C'est ce que l'on appelle un radar transhorizon. En 1989, le système a cessé d'émettre. La guerre froide touchait à sa fin. Le départ des troupes soviétiques n'a pas échappé aux voleurs. Le site a été pillé plus d'une fois. Ça devait être les ordinateurs du système radar. Le vol de métal est un grave problème dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Il y a des flics qui se baladent dans les vides-greniers avec un compteur Gégère pour repérer les métaux radioactifs. Pardon, ça, on sait d'où ça vient. Alors, soyez gentils, suivez-nous. Les autorités ont réagi en renforçant les patrouilles à l'entrée de la zone d'exclusion. Et aujourd'hui, une recrue très spéciale va accompagner les militaires ukrainiens. Bonjour, moi c'est Guy. Victor? Enchanté, Victor. Bien, bien. Waouh, c'est de la belle mécanique. Ils n'ont pas le droit de me parler pour éviter de révéler des secrets sur la surveillance de la zone d'exclusion. Mais j'ai l'autorisation de les accompagner. Et en plus, en moto. Génial! Guy se joint à une patrouille chargée de surveiller la limite est de la zone d'exclusion sur 40 km. Le plus souvent, les intrus sont repérés à proximité de bâtiments abandonnés, comme cette caserne de pompiers. À mon avis, il n'y a pas grand monde qui fait du trial par ici. L'endroit fait une cachette idéale. Mais après plus de 30 ans à l'abandon, les blocs de béton branlants semblent bien plus dangereux que les radiations. On n'a trouvé personne, mais ça arrive régulièrement. La semaine dernière, ils ont arrêté un Russe et un type du Kazakhstan. Des fois, ils trouvent aussi des Européens. J'aimerais pas être arrêté par la police ici, moi. Et puis, il y a ces jeux vidéo qui ont aggravé le problème. Il y a un jeu qui s'appelle Stalker Shadow of Chernobyl, qui a poussé les gens à venir ici pour voir le décor du jeu en vrai. Néanmoins, on ne trouve pas que des fans de jeux vidéo dans la zone d'exclusion. Il y a aussi des rebelles qui ont décidé de rester sur place malgré les radiations. Guy prend congé des soldats avant d'entamer la dernière étape de son voyage dans la zone interdite. C'était super, super. La région de Tchernobyl est habitée depuis le XIIe siècle. Mais depuis la catastrophe, la présence humaine est quasi nulle dans la zone d'exclusion. Néanmoins, malgré tout, on trouve encore ça et là des réfractaires à l'expulsion. C'est bien isolé, mais bon, c'est pas mal ici, je trouve. On estime que 200 personnes environ vivent dans la zone d'exclusion, au mépris du danger d'irradiation. Guy a décidé d'aller à leur rencontre. Ah, un puits.
Je vais aller dire bonjour, on va voir. Attendez un instant. Qu'est-ce que vous voulez? Venez, venez, c'est bon. Maria, 79 ans, est ce qu'on appelle une baba, une grand-mère. Bonjour. À l'époque de la catastrophe, Maria travaillait dans un kolkhoz, une ferme collective. Elle se rappelle que le régime soviétique a mis plus d'une semaine avant d'évacuer les ouvriers agricoles. L'accident a eu lieu le 26 avril. À ce moment-là, on était en train de faire les semis. On a commencé à entendre parler d'un incendie à Pripyat, mais sans plus de détails. L'évacuation n'a été ordonnée que le 4 mai. Un an après l'explosion, Maria est revenue par nostalgie de sa région natale. Elle y a élevé 2 fils qui travaillent aujourd'hui dans des usines locales. Ça vous plaît ici, sans eau ni électricité? C'est chez moi ici. C'est ma patrie. Je connais toutes les plantes. Je vais m'asseoir, j'ai mal aux pieds. Les babas ont la réputation d'être des forces de la nature. J'arrive. Je vais m'asseoir à côté. Il faut regarder la caméra, pas vers moi. Ok, vers la caméra. Plutôt que de continuer l'interview, Maria insiste pour que Guy répare son portail qui coince. D'accord, très bien. Oh la vache, il y a du matériel ici. C'est comme l'atelier de mon grand-père. Et donc, elle a tout ce qu'il faut. C'est quoi ça? C'est un roulement à billes? Ça servait à quoi? Mais non. C'était à mon mari. Il était conducteur de tracteur. Ouais, je pense que ça va le faire. Avec l'aide de l'équipe de tournage, la réparation peut commencer. On va régler ça. Quand on sent les baloches qui tapent contre la jambe, c'est que le rythme est bon. J'espère que je vais pas en perdre une à Tchernobyl. Et voilà. C'est droit, là. Je vais vous botter les fesses. Traduction, bande de nuls, ces Anglais. Arrête ou ça sera encore pire. Elle dit que ça va comme ça. J'arrête? Ok, mamie. Cette fois, Maria en a assez. Elle n'est pas du genre à se laisser impressionner. Mais non, c'est pas de sa faute à lui. Je sais, je sais. Heureusement, c'est sans rancune. Et Maria propose gentiment à Guy d'aller voir l'autre remise. Je peux entrer? Merci beaucoup. J'étais enchanté. Tu peux rester. Tu ferais un bon fils. On va vous laisser les outils. Je vais les poser là. D'accord, désolé. Dans la remise, ok. Ok, mamie. Pour la population qui vit dans la zone d'exclusion, les conséquences sanitaires restent floues. Selon certaines études, le traumatisme de l'évacuation serait plus dommageable encore que l'irradiation. En moyenne, la population déplacée aurait perdu 10 ans d'espérance de vie par rapport à ceux qui sont restés. Le voyage touche à sa fin, mais Guy doit faire une dernière visite à l'hôpital de Tchernobyl. Comme tout le personnel employé dans la zone d'exclusion, il va subir un examen pour vérifier s'il a ingéré des particules radioactives. Entrez. Bonjour. Asseyez-vous. Là-dessus? Asseyez-vous. Ok. Le dos bien contre le dossier. Ok. Votre nom? Guy. Le spectromètre permet de détecter les rayons gamma émis par le césium-137, un isotope radioactif du césium. L'objectif est de vérifier que Guy n'a pas ingéré de particules toxiques. Le processus prend 3 minutes. Vous pouvez y aller. Ok. Ok.
Merci. Guy peut partir. Fort heureusement, il n'y a pas de radiation émise de l'intérieur de son corps. Merci. J'ai adoré, vraiment. Je pense sincèrement qu'on a pu se faire une vraie idée de la zone interdite. Le photographe belge qu'on a rencontré au début s'est un peu emporté. Et du coup, je me suis dit, mais bon sang, c'est peut-être moi qui me trompe. Parce que moi, je trouvais ça fantastique, tout ce qui a été accompli depuis la catastrophe. Mais bon, voilà, on est resté une semaine et honnêtement, ça a plutôt confirmé ce que je pensais. C'est vrai, c'est fantastique ce qui se passe ici. C'est un endroit extraordinaire et j'ai rencontré des gens fantastiques. Merci pour tout, camarades. Ça a vraiment été une expérience géniale que je recommanderais à tout le monde.